French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast. La matinale pour ne pas griller ta journée. On reçoit tout de suite Jean-Luc Jaffrézo et Gaël Usu, chercheurs auprès de l'Institut des géosciences de l'environnement. Vous interveniez hier pour une conférence portant sur le sujet des particules ultra-fines, donc de la pollution de l'air, sujet important pour la vallée de l'Arve et pour la vallée de Chamonix. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, parfait. Oui, bonjour. Parfait. J'aimerais revenir d'abord avec vous sur le sujet de cette conférence, qui est donc les particules ultra-fines. Qu'est-ce qu'on entend par particules ultra-fines ? Quelle est leur dangerosité et comment est-ce qu'elles sont produites ? Alors, en fait, dans l'air atmosphérique, on a tout un tas de particules qui ont des tailles extrêmement différentes, depuis des choses qui sont de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire des particules vraiment très fines jusqu'à ce qu'on connaît un peu mieux, les particules vers quelques dizaines de micromètres. La réglementation actuelle, en fait, tient compte de toutes les particules qui sont inférieures à 10 micromètres en diamètre, ou alors en PM2,5, les particules inférieures à 2,5 micromètres. Quand on parle des particules ultra-fines, on parle des particules les plus faibles en diamètre, dans la gamme de taille aux alentours de 10 nanomètres jusqu'à une centaine de nanomètres. Ce sont vraiment des particules un peu spéciales qui sont produites à la fois par tout un tas de combustion, mais aussi par l'agglomération de certaines molécules gazeuses qui sont émises là aussi, soit par la végétation, il y a des particules ultra-fines naturelles, ou alors par des émissions de combustion aussi, ou même des émissions à haute température. J'y reviendrai peut-être plus tard. Donc voilà, les particules ultra-fines, ce sont une des classes des particules atmosphériques et celles qui concernent les tailles les plus faibles. Il faut voir aussi que ce sont les particules qui sont les plus nombreuses. En moyenne, dans un air urbain d'une zone comme Grenoble, par exemple, on est de l'ordre de 10 000 à 15 000 particules par centimètre cube pour ces particules ultra-fines. Et vous mentionnez justement comment elles sont produites. Et il me semble qu'hier, vous montriez une sorte de schéma sur justement le fait qu'en été et en hiver, on relève que ce n'est pas la même source d'où émanent ces particules, notamment parfois ça va être le trafic, parfois c'est justement la combustion. Est-ce que vous pouvez un peu détailler là-dessus ? Tout à fait. Comme je l'ai dit, il y a différentes sources de combustion, différentes sources d'émissions dans l'atmosphère qui vont produire ce genre de particules. Donc leur présence ou pas à différentes saisons va dépendre de quelles sont les sources prépondérantes qui sont mises en jeu, soit en été, soit en hiver. On n'a pas les mêmes sources. On sait bien que, par exemple, dans les vallées alpines, en hiver, la combustion de la biomasse est extrêmement importante. Et cette combustion de la biomasse va produire des particules ultra-fines. En été, par contre, une des sources importantes de gaz et de particules, ce sont les sources naturelles émises par la végétation. Et pour le coup, très probablement, mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation de ce genre de choses sur les vallées alpines, mais on en a ailleurs. Les particules ultra-fines sont en été beaucoup produites par les émissions de composés organiques volatiles naturels par la végétation, les forêts, etc., qui vont se transformer en ces particules ultra-fines. Sur justement ce sujet-là, la pollution de l'air, d'après une étude, la pollution de l'air, elle représenterait 7% de la mortalité en France, c'est à peu près 40 000 décès chaque année. Au niveau de la vallée de l'Arve, est-ce que vous arrivez à faire des liens entre cette pollution et des problèmes de santé ? Est-ce que vous avez des statistiques ou justement est-ce que c'est compliqué de dire on sait que tel problème de santé vient vraiment des particules ultra fines ? Alors, au niveau de la santé, les courbes, on a des courbes dose-réponse qui relient des incréments, des augmentations de concentration avec une mortalité. Et ces courbes, aujourd'hui, elles sont assez bien maîtrisées sur l'Europe et sur la France.
Et il n'y a pas de raison que ça diffère sur la vallée de l'Arve. Par contre, on n'a pas de statistiques plus précises sur la vallée de l'Arve parce qu'en fait, c'est très compliqué de relier un événement, une personne avec une pathologie parce que pour que ces statistiques fassent sens, en fait, il faut une robustesse statistique qui est liée à un nombre d'événements. Et ce nombre d'événements, en fait, il suppose qu'on ait derrière beaucoup d'individus avec beaucoup d'incidences. Et le nombre, la population dans la vallée de l'Arve, eh bien, je ne suis pas sûre que ça représente un nombre suffisant pour avoir des statistiques au cœur de la vallée. Par contre, pris dans un ensemble, voilà, si on parle de 4% de la population, eh bien, on peut aussi transposer ces chiffres dans la vallée. Et justement, j'aimerais revenir un peu avec vous sur les réactions des habitants. Donc ça se déroulait hier à Passy parce qu'il y a eu plusieurs questions, notamment sur des inquiétudes liées au pic de pollution. On en a traversé déjà plusieurs là cet hiver 2025. Comment est-ce que a été un peu reçue la conférence et surtout, vous, c'est quelle question du public qui vous a marqué ? Je voulais d'abord revenir sur quelque chose, c'est qu'en fait cette conférence, elle a été enregistrée, elle va être disponible en fait, donc vos auditeurs pourront retourner la visionner s'ils n'ont pas eu l'occasion d'y assister ou en direct ou sur le web hier. Donc la conférence sera disponible très bientôt. Il faudra voir les liens via l'Institut Éco-Citoyen qui organisait l'événement. Ensuite de quoi, je voulais répondre aussi sur le fait que une partie de la conférence avait donné lieu en fait au rappel de toutes les études qui avaient pu être faites dans la vallée de l'Arve depuis une vingtaine d'années maintenant, puisque j'avais dirigé à l'époque un assez gros programme lors de l'incendie du tunnel du Mont Blanc pour commencer à regarder quels étaient les impacts de la pollution et les impacts des différentes sources. C'était une des premières fois où on mettait en évidence d'ailleurs l'importance du chauffage au bois dans ce genre de vallée encaissée aussi bien dans les Alpes qu'ailleurs. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que une partie de la conférence a été dédiée à des rappels, pas des découvertes, mais des résultats importants qu'on a pu obtenir au cours de ces années. Et je voulais reciter ici deux choses extrêmement importantes. La première, c'est qu'il n'y a pas de problème de pollution atmosphérique pendant les périodes estivales. Les problèmes de pollution atmosphérique, comme chacun le sait dans les vallées et le ressent dans les vallées, sont essentiellement liés aux aspects d'inversion de température en période hivernale. C'est les inversions de température qui génèrent en fait des concentrations importantes au sol à cause de la non-dispersion en fait de toutes les sources qui peuvent être au niveau du front de vallée, aussi bien le trafic, mais surtout la combustion de la biomasse. Et ça, c'est le deuxième point important. L'ensemble des études que nous avons pu faire depuis très longtemps maintenant montrent que la fraction la plus importante des particules atmosphériques, et ça commence à être démontré maintenant, tel que j'ai pu le montrer hier, ça commence à être démontré pour les particules ultra-fines. La très grande majorité des particules est liée au chauffage au bois qui contient des espèces chimiques qui sont relativement néfastes pour la santé. C'est très connu, par exemple, pour le benzoapyrène, qui est un produit qui est émis par des combustions incomplètes et qui est réglementé en fait par les aspects européens. Donc, pour revenir à votre question, les questions qui ont pu avoir lieu hier, être posées hier, avaient trait bien sûr aux préoccupations locales. Quelles sont les sources qu'on trouve dans les vallées, mais là j'ai déjà répondu. Quelles sont les situations, est-ce que certains émetteurs sont importants, etc. Donc, ça fait déjà 6 ou 7 conférences depuis 10 ans que je fais dans la vallée de l'Arve. C'est un peu toujours les mêmes questions, pour lesquelles la science a déjà répondu en grande partie.
J'ai trouvé un peu dommage, et j'ai exprimé ça hier, qu'en définitive, les résultats scientifiques qu'on a pu obtenir n'arrivent pas à diffuser suffisamment dans la population. Et je pense que l'Institut éco-citoyen devra jouer un rôle dans le maintien de cette parole scientifique. C'est un peu son rôle pour diffuser les découvertes ou les résultats que ces différentes études ont pu obtenir. Et justement, vous mentionnez l'aspect justement de ces mesures. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment elles sont réalisées? Parce que donc on a, je me suis trompée quand je vous ai dit capteur. C'est pas un capteur qui a été installé à Passy. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur ce nouveau dispositif d'analyse? Initialement, cette conférence avait été programmée effectivement parce que il y avait l'arrivée à la station de Passy-Chelles en fond de vallée, donc l'arrivée de la mise en place d'un nouvel appareillage qui permettait de mesurer le nombre de ces particules ultra fines par le réseau de surveillance de la qualité de l'air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre en fait de l'établissement d'un réseau de ces instruments sur la France par le ministère de l'Environnement, dans le cadre de la préfiguration de l'introduction de cette mesure des particules ultra fines dans la réglementation européenne. Ce genre d'instrument est bien sûr pas totalement novateur, bien qu'il n'y en ait pas un nombre extrêmement important en France. Guillaume Beaurefer a montré hier, dans sa présentation sur ce genre d'instrument, qu'il y avait maintenant en France, et incluant les départements et territoires d'outre-mer, à peu près 37 capteurs de ce genre, 37 instruments à la fin de l'année 2024, qui commence à faire déjà un réseau qui est relativement important pour un appareil dont il nous a indiqué qu'il coûtait de l'ordre de 40 000 euros avec une quinzaine de milliers d'euros de maintenance annuelle, ce qui fait un coût important déjà pour un appareillage de ce type, ce qui montre en fait l'intérêt du ministère de l'Environnement pour surveiller les différents paramètres de la qualité de l'air. Alors, expliquer le fonctionnement de cet appareil, c'est un peu compliqué, surtout sans avoir l'appui de schémas. Disons que l'appareil va aspirer l'ensemble des particules qui se trouvent dans l'air ambiant, avec un débit relativement faible. Il va faire grossir en fait les particules les plus fines, de telle façon à pouvoir ensuite les compter avec un compteur optique de type diode laser. Voilà, et ensuite faire tout un tas de traitements électroniques du signal, mais bon, c'est un peu technique et il y a de la documentation pour les personnes, ceux de vos auditeurs qui seraient intéressés. Je pense qu'il y a de la documentation qui est trouvable sur le site d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Et aussi, bien sûr, dans le cadre de la conférence, on a été discuté un petit peu. Je vous remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps ce matin. Donc, on le rappelle que cette conférence, elle sera consultable sur le site de l'Institut éco-citoyen du Pays du Mont-Blanc. Merci beaucoup Jean-Luc Jaffrézo et Gaël Usu d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Globule Radio 90.5 FM.